Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le Conseil fédéral habituellement prudent après une initiative audacieuse en co-organisant un sommet mondial pour la paix avec l'Ukraine. C'était il y a encore quelques jours. Ce sommet tenu il y a quelques jours justement au Bürgenstock a rassemblé les chefs d'État de 160 pays et représenté un défi logistique et sécuritaire majeur, notamment contre les menaces de cyberattaques. Politiquement risqué, ce sommet visait à montrer la solidarité de la Suisse envers l'Ukraine et à renouer avec son rôle de médiateur international. Malgré les critiques passées, le Conseil fédéral a démontré du courage en relevant ce défi international. Et pour en parler ce matin, je reçois le chef du département des affaires étrangères, Nicolas Bidault. Bonjour Monsieur Bidault. Bonjour, le chef de la communication serait quand même... Pardon. Je ne dirige pas encore le département. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Excusez-moi pour cette petite erreur. Merci d'être là de si bon matin pour revenir sur ce sommet du Bürgenstock qui s'est terminé il y a à peine 4 jours maintenant. C'était un week-end intense, j'imagine. Ah, c'était intense. On n'a pas beaucoup dormi. On a beaucoup communiqué et surtout il y a beaucoup de diplomatie secrète parce que c'est vrai qu'il y a le Bürgenstock puis après le Bürgenstock il y a une dynamique qui a été lancée, c'est ce qu'on voulait et ça nous a pris beaucoup d'énergie, mais on est content du résultat aujourd'hui. On dit que c'était un événement risqué pour plusieurs raisons. Était-ce vraiment le cas ? Est-ce que c'était vraiment risqué ? C'était risqué. L'Ukraine nous a demandé en janvier d'organiser un sommet. On a donné nos conditions. C'est nous qui allons inviter. C'est nous qui allons l'organiser de manière à avoir un spectre très large. Le risque, c'était finalement que la perception à l'international soit que finalement Kiev nous demande de faire quelque chose et qu'on est aux ordres de Kiev et que tout ça est organisé dans ce que veut l'Ukraine. Non. Notre idée, c'était oui, de penser la paix, mais d'une manière large. Notre position de pays neutre, pays impartial, qui a une perception différente que de beaucoup de pays européens, parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne, on n'est pas dans l'OTAN. Nous, on pensait qu'on pouvait avoir une discussion large, et c'est ce qu'on voulait dans la tradition de la médiation suisse. Pour la Suisse, justement, pays neutre, est-ce que c'est vraiment le rôle de la Suisse de prendre finalement ces risques ? Écoutez, on est au milieu de l'Europe, une Europe qui est mise en danger par cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Alors, quel est notre rôle ? De ne rien faire ? Ou alors, on a analysé la situation, s'investir pour proposer une discussion large. Et je crois que c'est notre rôle. L'Europe va mal, elle a un défi sécuritaire, nous sommes neutres, nous ne participons pas à ce conflit. Donc, quelle est notre marge de manœuvre ? Celle d'organiser une discussion. Donc, c'était à nous de le faire. Et je pense que le fait qu'on n'est pas dans l'OTAN a permis d'avoir une participation large, et notamment de ces fameux pays du Sud qui n'ont pas la même vision de ce conflit que peut avoir l'Occident et l'Europe. Ce qui ressort, c'est plutôt positif, à votre avis ? Pour moi, c'est positif. Tout d'abord, le niveau de participation. 100 délégations étaient là, 2 tiers à un très haut niveau. On a vu des chefs d'État, bien sûr. On a vu M. Macron, on a vu Rishi Sunak de l'Angleterre, mais on a aussi vu des présidents du Sud, forts, avec une forte personnalité. Donc, pour nous, c'était ça qu'on voulait. Si on avait eu que de l'Europe, que de l'entre-soi, je pense qu'on aurait échoué au Bürgenstock. Là, on a eu une vision large. On a eu aussi des gens qui ne sont pas d'accord, qui l'ont dit, qui ne sont pas d'accord avec notre façon de voir ce conflit. Et ça, c'était important. On a eu aussi une déclaration qui a été signée par 84 participants, une déclaration qui donne la manière de penser, de créer de la confiance pour un jour avoir la Russie à table et qu'on arrête ce conflit qui, tous les jours, fait des victimes civiles. Ouais, effectivement, c'est toujours cette recherche à une solution. C'est compliqué, on l'a dit, il y a des pays qui n'étaient pas d'accord, justement. Là, ça risque pas de froisser, finalement, les bonnes relations que la Suisse a avec l'ensemble de ces pays, même ceux qui ne sont pas forcément... Mais c'était là, on vous avait parlé de risques au début, à juste titre. C'était là qu'on prenait des risques. La neutralité suisse, on la critique un peu dans tous les sens. D'un côté, parce qu'on ne livre pas d'armes, qu'on ne participe pas militairement à cette crise, donc c'est l'Europe qui nous critique. Ensuite de ça, on organise un sommet de manière impartiale, c'est les Russes qui nous critiquent. Mais au fond, je pense que la plupart des États qui ont participé
on sentit que la Suisse était honnête dans sa volonté de créer des débats ouverts. Moi, j'ai vu des États qui se sont engueulés au Bürgerstock, qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et je crois que s'il y a bien un État qui peut créer ce dialogue-là, c'est la Suisse. Ouais. Et pour arriver à une solution, la paix, évidemment, le plus vite possible. Hein. Ouais, évidemment. Et là, la suite, c'est quoi ? On a un peu d'idée de ce que ça peut déclencher de positif, finalement. Alors, notre idée au Bürgerstock, c'était de discuter sur des sommets, sur des thèmes qui ne posent pas de problème. On n'a pas voulu parler de tout ce qui est lié aux choses militaires. On est un pays neutre, on ne veut pas le faire. Donc, on s'est attaché à toucher à des sujets qui concernent au fond l'Europe, mais tout le monde. La sécurité nucléaire concerne tout le monde. Comment est-ce que le nucléaire ne doit pas être partie au conflit militaire ? La sécurité alimentaire, très important, évidemment, pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays africains. Beaucoup de pays africains ont dit on a besoin d'une Ukraine qui puisse exporter, on a besoin de fertilisants, on a besoin de matières premières qui viennent d'Ukraine. Et le dernier point, l'humanitaire, bien connu de la Suisse avec ses conventions de Genève, l'échange de prisonniers des deux côtés par ailleurs. Donc des mesures sur lesquelles on n'est pas en train de jouer un rôle militaire, mais des mesures qui concernent tout le monde et qui créent la base de confiance. Donc la déclaration donne un mode d'emploi pour continuer les discussions sur ces domaines-là. Il y a déjà un résultat concret. Le Premier ministre Trudeau du Canada a décidé de continuer ce qu'on a lancé au Bürgerstock sur le plan humanitaire, échange de prisonniers par exemple. Et de la Russie, il y a des retours par rapport à ça ? Il y a des choses qu'on a le droit de dire et qu'on sait ? La Russie, évidemment, a continué à lancer sa propagande négative contre ce sommet. Moi, ce que je note depuis le début de notre initiative, c'est que la Russie accorde beaucoup d'importance à ce sommet, ce qui veut dire que ce sommet fait partie de l'échiquier géopolitique dans le cadre de cet affrontement. On a évidemment ce que dit la Russie, négatif sur ce sommet. On a aussi ce qu'on entend via nos canaux diplomatiques. Je pense qu'on reste en contact avec la Russie. Je pense que je sais, on est en train de leur expliquer, à l'heure où on parle, ce qu'on a atteint au Bürgerstock de manière totalement ouverte. Bien sûr. Et on espère pouvoir jouer un rôle de médiateur. Maintenant, évidemment, ce n'est pas à nous d'aller nous imposer à Moscou. Moscou doit directement nous demander si on a un rôle à jouer, ou alors les États proches de Moscou. On a préparé ce sommet en étroite collaboration avec la Chine, qui est l'allié le plus fort de Moscou. La Chine soutient cette initiative, soutient l'idée des Suisses, n'a pas participé parce que la Suisse n'était pas à la table, ce qui était aussi notre volonté, mais les Ukrainiens ne le voulaient pas, c'était trop tôt. Donc on continue à jouer notre rôle. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Nicolas Bidault, mon invité ce matin, qui revient à peine du Bürgerstock. Vous arrêtez pas, c'est une période assez faste, vous me disiez tout à l'heure en antenne. Hein. Ouais, de toute façon, le mois de juin, en diplomatie, c'est toujours terrible. Et en plus, ce sommet là au milieu, avec des relations plus ou moins tendues avec l'Union européenne, c'est vrai que ça fait un mois de juin, on se réjouit des vacances. Bientôt les vacances, donc c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on comprend. Et on en a tous besoin. Juste encore pour revenir quelques instants sur le Bürgerstock, de ce sujet qui a été évoqué, notamment la guerre en Ukraine et la possibilité de trouver des solutions, en tous les cas chercher en discutant. Hein. Ce sont des sujets qui ont été aussi évoqués lors du WEF à Davos en début d'année. Finalement, est-ce que c'est les mêmes questions qui sont revenues sur le tapis ? Est-ce que le débat a un petit peu avancé ? Oui, alors je pense que ce qui est intéressant à Davos, c'est que c'était une réunion qui était organisée par le G7, organisée évidemment avec l'Ukraine, donc on sentait une forte présence occidentale. Et on l'a dit, et Ignacio Cassis l'a dit, Davos, une réunion comme ça, où le Sud n'a pas son mot à dire, n'a pas la possibilité d'influencer l'organisation et les résultats, c'est une déclaration, les résultats d'un tel sommet, c'était clair pour tout le monde. Donc on a évolué, je crois qu'on a élargi le spectre, on a admis qu'il n'y avait pas seulement un plan pour la paix, le plan de M. Zelensky, il y avait d'autres plans, le plan chinois, le plan brésilien, le plan africain, on voulait véritablement discuter de tous les points de vue, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc oui, il y a une évolution, il y a plus d'ouverture. On a aussi plus d'expérience avec notre participation au Conseil de sécurité. On est un membre non permanent, donc on sent mieux, je dirais, ce qui peut fonctionner aussi bien au nord qu'au sud. Donc on avance, on fait notre travail de diplomate. Après, parfois on peut être totalement déprimé. Je veux dire, la guerre sur le front est de plus en plus dure. Mais n'empêche qu'on a toujours eu cette idée qu'il fallait anticiper le moment où les armes se tairont. Quand les armes se taisent, la diplomatie doit être prête. Elle ne doit pas commencer au moment où les armes se taisent. Il y a une sorte d'apaisement ? Il y a une sorte d'apaisement, ouais. Sur ce dossier-là, parce que c'est compliqué. Il y a un apaisement, et j'ai retenu beaucoup de propos, mais s'il y a un fil rouge durant toutes les déclarations que j'ai pu entendre de ces 100 États participants, c'était que ça fait du bien de parler de paix.
On a quand même des États qui parlent systématiquement de guerre. On a M. Scholz, M. Macron, Mme Meloni qui ont des déclarations, évidemment, qui sont des déclarations militaires. On les a entendus là-dessus. Mais là, on n'a pas parlé une seule fois d'armes, on n'a pas parlé une seule fois de munitions, on n'a pas parlé une seule fois d'F-16, mais on s'est pris du temps pour parler de la diplomatie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait peur au début que ces États envoient des ministres, des diplomates, des gens qui ont l'habitude finalement de paroles un peu creuses de la diplomatie. Là, il y avait 2/3 de chefs d'État, on les a vus. Et lorsque vous avez des chefs d'État, ça parle politique. Ça parle politique et diplomatie et vous sentez que les choses avancent. Vous êtes, je sais que vous êtes un optimiste incarné, mais vous êtes optimiste là pour la suite. Vous êtes positif par rapport à ce qui ressortira, on va dire, de ce sommet, on peut l'appeler sommet. Je suis optimiste parce que précisément autant de personnes sont venues. Je suis optimiste parce qu'on sent bien que c'est le moment de commencer à faire de la politique et de plus s'accrocher de manière réaliste, c'est-à-dire plus s'accrocher à des solutions militaires, ça marche pas la solution militaire. À terme, vous avez autour de cette dynamique, vous avez des États qui ont l'arme nucléaire, ça marchera pas. Donc je suis optimiste parce que je sens bien que maintenant on doit avoir des solutions politiques réalistes qui doivent s'inspirer du droit international, s'inspirer de la charte de l'ONU, mais aussi réunir des hommes et des femmes politiques. C'est elles qui vont trouver une solution, avec une logique de force, de rassemblement, de clans, etc. La vraie politique, au fond, je sens qu'elle arrive. Pendant ce temps-là, sur le reste de la planète, c'est aussi un petit peu compliqué. On a vu chez nos voisins français qu'il y avait des choses qui bougeaient. Est-ce que la Suisse garde un œil avisé sur tout ce qui se passe à côté ? Est-ce que ça vous inquiète ? Non, c'est pas une question d'inquiétude. Je pense que ce qui s'est passé notamment durant les élections européennes et les résultats notamment en France, et pas seulement en France par ailleurs, en Hollande aussi, hein, on a à nouveau des élections générales. Oui. Je pense que ça nous amène à mieux comprendre comment fonctionne cette Europe politiquement. On sent les fronts, on sent les pôles politiques. On sent les pôles politiques à gauche, à droite, au centre. Nous, on doit comprendre ça et savoir à l'international, quelle est notre marge de manœuvre dans des réalités politiques telles que celle-ci. Je pense notamment à la migration, qui est probablement le thème du début de ce siècle. Et la Suisse a un rôle à jouer. Et c'est pas pour rien qu'on a aussi organisé ce sommet sur la paix en Europe. C'est aussi pour montrer à l'Europe que, au-delà de nos échanges commerciaux un peu tendus parfois, on est aussi là pour penser à la sécurité de ce pays, même si on est neutre. On peut penser à la sécurité de ce continent. On parle beaucoup de cette montée du populisme aujourd'hui. Est-ce que les choses sont en train de véritablement changer ? Ouais, je pense que si vous voyez l'histoire de l'Europe, vous voyez bien qu'on a eu des allers-retours tels que ceux-ci. Hein. Je pense qu'on a eu des moments où on a eu des partis politiques qui avaient un positionnement plutôt extrême. Ça nous a amené à des situations difficiles en Europe, et puis ensuite de ça, l'Europe a su se réinventer politiquement. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas se dire que la stabilité économique et politique est quelque chose qui est donné. Je pense que l'être humain est fragile, la société est fragile, et il faut toujours se rappeler que tout ça est fragile. Et les fondamentaux que la Suisse met en avant, et notamment la participation populaire à la décision politique, est plus que jamais extrêmement important et contemporain. Souvent, lorsqu'on voyage, on rappelle que la stabilité suisse est aussi due à un système politique qui permet au peuple de participer. D'où les inquiétudes plus ou moins modérées par rapport à l'impact de l'évolution politique pour la Suisse, parce que je crois que ces démocraties directes stabilisent la Suisse par rapport à nos voisins dans certains cas. Et avec tous ces dossiers ouverts, est-ce que Nicolas Bidault va pouvoir prendre des vacances sereines ? Oui, écoutez, si la Suisse n'est pas demandée partout dans le monde, je crois qu'on aura, et c'est pas toujours le cas quand même, on aura un peu de vacances. Bon, dites-moi, en ce moment, on vit l'Eurofoot. Vous suivez un petit peu ce que la Nati nous fait vivre ? Ah, je suis énormément, et je dois dire que je me réjouis du 3e match. Voilà, effectivement. Nous aussi, on espère que ça va bien se passer. La Suisse aussi a brillé avec l'Eurosong, avec l'Eurovision. On a gagné. Ça faisait des années qu'on attendait de gagner. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et sur ce Nemo qui fait tellement parler de lui sur toute la planète.
planète, et notamment sur la planète musique. C'est super intéressant parce qu'on a un personnage qui est évidemment extrêmement doué sur le plan musical, ça il y a pas de discussion, et qui pose des questions sur la société contemporaine. Il a été reçu par le conseiller fédéral Jans dernièrement. Moi j'aime bien parce que j'ai toujours pensé que l'art est d'autant plus efficace s'il ouvre des portes. Là on a un produit artistique magnifique et des questions de société en même temps, et lorsque l'art peut ça, alors moi je suis extrêmement content. Je viens d'une famille d'artistes, mes parents sont politiquement engagés, j'ai toujours senti qu'un spectacle marchait s'il ouvrait pas seulement la porte de l'art, mais la porte de la société. La Suisse doit être fière de ça. Hein. Ouais, c'est vachement intéressant. Et ça va aider les artistes suisses aussi. Ouais, je pense, ça donne cette lumière-là, à un moment donné, intéresse évidemment le public à l'étranger. Alors le fait même que ça va avoir lieu en Suisse, on ne sait pas encore où, mais je pense que ça va être une carte de visite magnifique pour la Suisse. Comme d'ailleurs le Bürgerstock a été une carte moi je crois qu'on a contribué au budget de Suisse Tourisme comme rarement, parce que cette vue elle est dingue. C'est ça. Et ces chefs d'État l'ont bien remarqué. Bon, vous avez passé un bon moment, M. Bidault? J'ai passé un bon moment parce que, comme vous l'avez dit, je suis un optimiste, et lorsque la diplomatie fonctionne et qu'on peut apporter quelque chose au monde, moi, je suis content, je suis motivé, même si j'ai peu dormi. J'ai une dernière question à vous poser. Vous avez choisi ce titre de Justice. On aura l'occasion de retrouver du nouvel album. Moi, je trouve qu'il me donne la paix. J'ai toujours aimé Justice parce qu'il y a un petit côté comme ça... au début un peu cynique, triste comme ça, puis après ça part, c'est un peu oh là là, c'est le matin, c'est affreux, et puis ça monte, et on est optimiste, et puis on peut aller au festival. Et ça fait du bien. Et vous irez les voir au Montreux Jazz? Ah, j'irai les voir au Montreux Jazz, je me réjouis déjà. Bon, peut-être qu'on se croisera là-bas. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part des bonnes vacances et puis un bon concert de Justice? Trop de pluie. Alors on vous le souhaite. Merci beaucoup, M. Bidault.